Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau chapitre sur la stratégie d'implantation du magasin. Alors, il est en effet important de s'interroger quand on crée un nouveau point de vente sur la localisation, le lieu dans lequel on va implanter le magasin pour différentes raisons. D'abord parce qu'il faut se mettre à la place du consommateur pour savoir où il est prêt jusqu'où il est prêt à se déplacer et où il peut s'attendre à trouver votre magasin. La deuxième chose, c'est que la localisation est une variable importante de votre positionnement. Il n'est pas anodin de décider de s'implanter dans des grandes villes, dans des petites villes, dans des très grandes rues commerçantes ou plutôt dans des rues périphériques parallèles. Et puis enfin, le dernier élément est un élément financier, évidemment, en fonction de l'endroit dans lequel on décide d'implanter un magasin, le coût d'implantation ne va pas être le même. Il est donc important, en fonction des moyens financiers de l'entreprise, de choisir un lieu particulier. Alors, si on reprend une maxime de Bernardo Trujillo, qui a été considéré comme le pape de la distribution, il avait coutume de dire qu'il y avait trois éléments essentiels qui gouvernaient l'implantation, le succès d'un point de vente: l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Donc, la localisation apparaît véritablement comme une variable stratégique aujourd'hui dans le succès d'un magasin. Donc, on va regarder ensemble, s'interroger ensemble sur les facteurs qui permettent de réfléchir à la stratégie d'implantation. Et puis, on va aborder la notion de zone de chalandise parce que le comportement du consommateur dans le choix d'un point de vente est spatial. Il y a une contrainte de déplacement. Et puis, nous aborderons également la manière dont on peut déterminer le chiffre d'affaires potentiel quand on implante un point de vente. Il est important de faire des études de faisabilité pour voir si l'implantation est viable ou pas et si l'on a intérêt à s'implanter dans un endroit que l'on a prédéterminé. Alors, la première question que l'on se pose, et on va partir de quelques exemples, c'est est-ce que le consommateur va spécifiquement se déplacer pour aller fréquenter les enseignes que vous avez ici au tableau, par exemple? Est-ce que quand je vais acheter un livre dans un magasin relais, est-ce que j'y vais spécifiquement ou est-ce que j'y vais parce que je suis à la gare, je vais prendre un train et donc j'en profite pour acheter mon magazine dans un point relais qui est dans la gare? Très probablement, je ne ferai pas le déplacement spécialement pour aller dans un magasin relais si je n'avais pas un train à prendre à cet endroit-là. Il en est de même pour une boulangerie Paul, il en est de même très probablement pour un magasin Monop, qui est le format plus petit de l'enseigne Monoprix. En général, je vais dans ces magasins parce qu'ils sont sur mon lieu de passage, parce que je suis à côté, mais très probablement, je n'y vais pas exprès. A contrario, vous avez un certain nombre d'enseignes, Ikea par exemple ici, ou Leroy Merlin, ou Decathlon, Carrefour, Abercrombie, où je vais faire l'effort de me déplacer pour spécifiquement aller fréquenter ces enseignes. Donc, j'ai un consommateur qui est prêt à concéder un effort qui est plus important ou moins important en fonction de l'enseigne qu'il va aller fréquenter. Ces enseignes que l'on vient de voir, elles ont un certain nombre de choses en commun. Ikea, Decathlon, Leroy Merlin, Carrefour ou Abercrombie sont des magasins qui sont considérés comme étant des magasins de destination. Ça veut dire que le consommateur va faire l'effort de se déplacer spécialement pour ces enseignes-là. Ces consommateurs, pour aller fréquenter ces magasins, sont considérés comme étant des clients de trafic.
Autrement dit, un client de trafic est un client qui fait l'effort de se déplacer pour aller fréquenter un magasin. A contrario, vous avez des magasins pour différentes raisons, et on va revenir dessus, soit parce qu'ils sont plus petits, soit parce que l'offre est moins importante et probablement moins attractive. Les clients ne vont décider d'aller dans ces magasins que parce qu'ils sont sur leur trajectoire de déplacement. Ces magasins sont appelés des magasins de flux et les clients qui fréquentent ces magasins sont appelés des clients de flux. Alors, il est important quand on décide de l'endroit dans lequel on va implanter un magasin de s'interroger sur le statut du magasin. Est-ce que le magasin est plutôt un magasin de destination ou plutôt un magasin de flux? La stratégie d'implantation va donc dépendre d'un certain nombre de facteurs. Alors, elle dépend globalement de l'attractivité du magasin, c'est-à-dire de la capacité du magasin à faire se déplacer les consommateurs, à venir jusqu'au point de vente, spécifiquement pour le point de vente. Cette attractivité, elle est en général le résultat de plusieurs éléments. D'abord du format, c'est-à-dire de la superficie du magasin. Plus le magasin est grand, a priori, plus l'offre est importante et donc est susceptible d'être attractive. Le deuxième élément est la mission du magasin et c'est évidemment également en lien avec le format. Est-ce que le magasin est plutôt un magasin de dépannage? Et dans un magasin de dépannage, a priori, et c'est un élément sur lequel on reviendra dans la stratégie d'offre, dans un magasin de dépannage, on n'a pas une offre extrêmement profonde. On a une offre qui permet de satisfaire des besoins du consommateur pour le dépanner dans une situation où il a besoin en urgence d'un produit. A contrario, vous avez des magasins qui sont des magasins de réapprovisionnement et qui sont donc des magasins dans lesquels on va aller pour faire des grosses courses, pour faire un gros plein. Et à ce moment-là, en général, on a une offre qui est beaucoup plus riche en termes de largeur et en termes de profondeur. Donc, quand on a une mission de réapprovisionnement, le consommateur s'attend à pouvoir remplir ses placards. Et donc, l'attractivité du magasin, de l'enseigne, est plus importante. En général, la mission et le format découlent de l'offre, ou l'offre découle du format et de la mission. Une offre extrêmement importante, extrêmement riche et d'autant plus différenciée va augmenter l'attractivité du point de vente pour le consommateur. A contrario, quand l'offre est comparable, c'est-à-dire identique dans son magasin par rapport aux autres magasins, vous allez avoir une attractivité qui va être plus faible. Il n'y a pas forcément de raison pour un client d'aller dans votre magasin si votre offre est identique à celle des concurrents. Donc, ce que nous allons aborder ensemble concerne d'abord la compréhension du comportement du consommateur quand il choisit un point de vente, et on parle d'un comportement spatial puisque le consommateur se déplace. Nous verrons ensuite quels sont les éléments qui permettent de choisir la localisation du point de vente. Et puis enfin, nous terminerons par aborder la démarche d'évaluation du chiffre d'affaires potentiel pour pouvoir déterminer l'intérêt de s'implanter dans un endroit que l'on a identifié au préalable. Alors, quand on s'intéresse au comportement spatial du consommateur, il est important de mieux comprendre, de bien comprendre le comportement du consommateur, parce que bien comprendre son comportement, c'est mieux comprendre l'attraction commerciale que peut avoir un point de vente. L'attraction commerciale est définie comme la capacité du point de vente à faire se déplacer les consommateurs, donc à faire venir les consommateurs et à les faire acheter. L'attraction, ce n'est pas seulement les faire venir, c'est un magasin qui a une très forte attraction commerciale, fait se déplacer les consommateurs et les fait acheter. Il y a une théorie qui a été développée en
psychologie sociale, qui est la théorie du moindre effort, hein, développée à la fin des années 40, début des années 50 par Zipf, qui considère que le consommateur cherche à minimiser ses contraintes quand il veut acheter un produit ou quand il veut fréquenter un point de vente. Minimiser ses contraintes, ça veut dire que l'on va chercher à maximiser un rapport qui est le rapport utilité-coût. L'utilité ici est entendue comme la somme des avantages qui sont retirés de la fréquentation d'un point de vente. Quand je choisis un point de vente et que j'ai une utilité importante, une utilité forte, ça veut dire que je vois un ensemble d'avantages importants à fréquenter ce point de vente. Qu'est-ce que je peux avoir comme avantage? J'ai un choix important, donc je vais pouvoir trouver les produits que je suis venue chercher. J'ai beaucoup de places de parking et donc je vais pouvoir me garer très rapidement. J'ai un personnel de vente qui est formé et qui va pouvoir me renseigner en me proposant des conseils pertinents, etc., etc. Mais quand je fréquente un point de vente, je peux aussi y voir un certain nombre d'inconvénients. L'ensemble de ces inconvénients, c'est ce qui est considéré comme étant le coût à fréquenter ce magasin. Par exemple, je vais dans un magasin, je prends un caddie, le caddie roule mal, c'est considéré comme étant un coût. J'ai une attente aux caisses qui est importante, c'est considéré comme étant un coût. Donc, ce que fait le consommateur quand il choisit un point de vente, c'est qu'il met en balance l'ensemble des avantages, c'est-à-dire l'utilité, et l'ensemble des inconvénients, c'est-à-dire le coût, pour pouvoir décider si il a intérêt à aller fréquenter ce point de vente. L'objectif du consommateur, c'est de maximiser son rapport utilité-coût. Autrement dit, de choisir un magasin dans lequel il y a plus d'avantages qu'il n'y a d'inconvénients. Et en fait, un magasin qui propose un rapport utilité-coût très important, c'est un magasin qui va inciter les consommateurs à venir de loin. Un consommateur qui voit beaucoup d'avantages à fréquenter un magasin, quand bien même le magasin serait loin, va faire l'effort de se déplacer. Donc, un magasin va avoir une zone d'influence qui est d'autant plus importante et donc qui va avoir des consommateurs qui viennent de loin, qu'il propose un nombre d'avantages extrêmement important. C'est comme ça que l'on détermine pour un magasin l'aire de fréquentation ou alors l'aire d'influence d'un magasin. De manière théorique, générale, l'aire de fréquentation est représentée par un rayon. Ce rayon, qui va donc déterminer l'aire de fréquentation ou l'aire d'influence du magasin, il est d'autant plus important que le consommateur a envie de venir dans votre magasin, donc désire venir, c'est la lettre D, donc le rayon est équivalent au désir du consommateur, tant que le désir est supérieur aux contraintes qui sont perçues. À partir du moment où les contraintes perçues, le petit c que vous avez ici dans l'équation, à partir du moment où les contraintes perçues deviennent plus importantes que le désir du consommateur de venir parce qu'il considère qu'il n'y a plus suffisamment d'avantages à venir, à ce moment-là, le rayon s'arrête. Donc le consommateur n'a plus envie de se déplacer. C'est comme ça que l'on arrive à déterminer l'aire d'influence, l'aire de fréquentation du magasin, qu'on appelle aussi la zone de chalandise. La zone de chalandise, elle représente l'ensemble des origines géographiques des clients d'un magasin. Quand vous avez une zone de chalandise qui a un rayon de fréquentation de 10 km, ça veut dire que vous avez des consommateurs qui acceptent de se déplacer et de venir fréquenter votre magasin à 10 km à la ronde. Donc, dans cette zone de fréquentation, dans cette zone de chalandise, on peut avoir aussi bien des clients qui habitent dans cette zone que des clients qui travaillent dans cette zone et qui vont venir fréquenter le magasin.
Cette étendue de la zone de chalandise, elle varie. Elle est d'autant plus importante que la notoriété du magasin est forte. Quand le magasin est connu, il va faire se déplacer les consommateurs de plus loin. Elle est d'autant plus importante que la concurrence est faible. Quand vous avez peu de concurrents, vous avez des consommateurs qui sont d'autant plus prêts à se déplacer et à venir dans le magasin. Par contre, quand vous avez beaucoup de concurrents, vous allez avoir un choix plus important de la part des clients et donc le consommateur va, si vous avez un concurrent qui est plus près de son lieu d'habitation, qui va plutôt être disposé à aller fréquenter un concurrent plutôt que de venir dans votre magasin. Et puis, si l'accessibilité du magasin est facile, c'est-à-dire qu'il y a un réseau routier, qu'il y a des transports qui permettent aux consommateurs de venir fréquenter facilement le magasin, vous allez avoir une zone de chalandise qui va être plus importante. Cette zone de chalandise, on a l'habitude de la découper en 3 sous-zones. Alors, on la découpe en 3 sous-zones parce que si on revient sur le principe de maximisation du rapport utilité-coût, plus un consommateur est proche du magasin, plus il voit un avantage à aller fréquenter le magasin. Il va aller plus vite, il perdra moins de temps. Par contre, plus le consommateur est éloigné du magasin, plus la contrainte perçue va être élevée. Ça veut donc dire que dans cette première zone, si on découpe la zone de chalandise en 3 sous-zones, vous allez avoir des caractéristiques à l'intérieur de ces 3 sous-zones qui vont être différentes. La première zone, la zone 1, est appelée également la zone primaire ou le cœur de zone. À l'intérieur de cette zone primaire, vous avez donc des consommateurs qui sont proches du magasin sur le plan géographique, donc qui habitent ou qui travaillent plutôt à côté du magasin, donc la distance au magasin est faible. Donc, l'attractivité du point de vente va être plus forte parce que la contrainte de déplacement est plus faible. Et donc, vous allez avoir un taux de pénétration qui va être plus élevé. Autrement dit, sur l'ensemble des consommateurs qui habitent sur cette zone 1, nous allons avoir une proportion de ces habitants importante qui va être prête à aller fréquenter le magasin et à aller acheter dans le magasin. Donc, le taux de pénétration, je vous rappelle, est la proportion des clients du magasin par rapport aux habitants de cette zone. Combien on a proportionnellement de clients qui habitent sur la zone, de clients qui achètent dans le magasin par rapport au nombre d'habitants qui habitent sur la zone. Donc, dans cette zone primaire, une distance au magasin faible, une attractivité forte et un taux de pénétration élevé. Dans la zone 2, puisqu'on s'éloigne un peu plus, cette zone 2, elle est appelée zone secondaire ou zone de bascule. Dans cette zone 2, on a une distance un petit peu plus grande au magasin, puisqu'on s'éloigne du magasin. Donc, on a une attractivité et un taux de pénétration qui vont être moyens, qui vont être plus faibles que l'attractivité et le taux de pénétration de la zone 1. Et puis enfin, plus on s'éloigne du magasin, donc on arrive dans la zone tertiaire, mais dans cette zone tertiaire, on a encore des habitants qui viennent acheter dans le magasin, le magasin se situant ici au centre de la zone de chalandise. Donc, dans cette zone 3, dans cette zone tertiaire, on a des habitants qui sont plus loin du magasin, donc la distance au magasin est plus importante. Mais puisqu'on est plus loin, on voit plus de contraintes, d'inconvénients à aller acheter dans le magasin. Donc, l'attractivité et le taux de pénétration vont baisser. On a donc une attractivité et un taux de pénétration plus faible dans la zone 3 que dans la zone 2 et évidemment que dans la zone 1. Ça, c'est une représentation de la zone de chalandise qui est théorique. ZC, c'est donc zone de chalandise. Cette représentation est théorique et elle est représentée avec des courbes qu'on appelle des courbes concentriques ou des courbes isométriques. Isométrique, ça vient de mètre, donc ce sont des courbes de distance. Ça veut donc dire qu'un consommateur qui est sur la même courbe est à même distance du magasin. Donc un consommateur qui se situe ici
sur la courbe 3 est à 10 km du magasin, de la même façon que le consommateur qui se situe ici ou ici ou ici est aussi à 10 km du magasin. Alors ça, c'est une représentation qu'on qualifie de théorique parce que dans la réalité, un consommateur ne raisonne pas véritablement en termes de distance. Vous ne vous dites pas j'en ai pour 10 km pour aller dans le magasin, mais en général, on raisonne plutôt en termes de temps. On se dit plutôt j'en ai pour 20 minutes ou j'en ai pour 10 minutes. Donc la manière de représenter la zone de chalandise dans la réalité est plutôt celle-ci. C'est une zone de chalandise qui se représente avec des courbes que l'on appelle des courbes isochrones, c'est-à-dire des courbes de temps. On retrouve ici nos trois sous-zones, hein, nos trois zones, zone primaire, zone secondaire et zone tertiaire. Et donc, à l'intérieur de cette zone, quand vous avez ici une courbe isochrone qui ferme la première zone, ça veut dire que tous les consommateurs qui se situent sur la même courbe sont à temps égal du magasin. Ici, si on prend la zone tertiaire, un consommateur qui est ici sur cette zone, vous voyez qu'il est plus loin du magasin qu'un autre consommateur qui est sur la même courbe, mais tous les deux sont à égale distance du magasin, c'est-à-dire ici à 20 minutes. Ici, vous avez une zone de chalandise réelle hein, qui a été représentée en Bretagne, dans la région Bretagne, donc un magasin qui est implanté à Auray et la zone de chalandise a été représentée sur la base des temps d'accès par route. Et donc, vous avez deux consommateurs. Un consommateur ici, X, qui se situe à une distance qui est 2 fois moins importante que le consommateur Y, mais pour autant, les consommateurs X et Y mettent le même temps pour se déplacer et pour aller fréquenter le magasin. Donc l'attraction commerciale, si on revient à l'attraction commerciale, qui est donc la capacité du magasin à faire se déplacer et à faire se déplacer les consommateurs et à acheter hein, dans le magasin, cette attraction, elle peut être appréhendée par un taux qu'on appelle le taux d'emprise et que vous connaissez mieux en général sous la dénomination part de marché. Le taux d'emprise, c'est la part de marché du magasin dans une zone géographique donnée. Ça veut donc dire qu'un magasin qui a eu un taux d'emprise de 20% sur sa zone de chalandise est un magasin qui a une part de marché de 20% sur sa zone de chalandise. Donc, si le magasin est un magasin de bricolage, s'il a un taux d'emprise de 20%, ça veut dire que sur sa zone de chalandise, ce magasin de bricolage réalise une part de marché de 20%, il fait donc 20% des ventes et l'ensemble de ses concurrents réalisent 80% des ventes de la zone de chalandise, donc des ventes réalisées par des achats réalisés par les consommateurs de la zone de chalandise. Ce taux d'emprise, c'est la résultante, la combinaison de deux variables qui sont le taux de pénétration et le taux de nourriture. En effet, une part de marché, c'est la combinaison à la fois du taux de pénétration, c'est-à-dire de la proportion des habitants d'une zone de chalandise qui sont clients de votre magasin, donc la capacité du consommateur à attirer des clients dans son magasin, et le taux de nourriture qui correspond, qui est un indicateur de la dépense de vos clients dans votre magasin. Alors, si l'on revient sur le taux de pénétration, le taux de pénétration, c'est bien la part des clients du point de vente sur la totalité des habitants de la zone de chalandise ou des ménages. Hein. Quand on calcule un taux de pénétration, on peut le calculer sur la base du nombre d'habitants ou sur la base du nombre de ménages. Si j'ai un taux de pénétration de 50%, ça veut donc dire que j'ai 50% des habitants de la zone de chalandise qui sont clients de mon magasin. La deuxième chose qui m'intéresse, c'est le taux de nourriture. Le taux de nourriture, c'est la part des achats de mes clients par rapport à l'ensemble des achats dans la catégorie de produits considérés.
Donc, si je suis un magasin de bricolage et que mon taux de nourriture est de 80%, ça veut dire que mes clients, donc les 50% des habitants de la zone de chalandise qui sont clients de mon magasin, ces clients-là, ces 50%, ils vont effectuer 80% de leurs dépenses de bricolage dans mon magasin. Donc le taux de nourriture est bien un indicateur de fidélité de mes clients, puisqu'il indique la décision des consommateurs de dépenser leurs achats de bricolage dans mon magasin plutôt que dans les magasins concurrents. Et si donc mon taux de nourriture est de 80%, ça veut dire que mes clients dépensent 80% de leur budget bricolage dans mon magasin et donc les 20% restants sont dépensés dans les magasins concurrents. Donc le taux d'emprise, la part de marché, c'est en fait la combinaison des clients de mon magasin, donc du taux de pénétration, donc de la proportion des habitants qui sont clients dans mon magasin, et en même temps de la décision de mes clients de dépenser leur budget, bricolage si c'est un magasin de bricolage, textile si je suis un magasin de textile, dans mon magasin plutôt que dans les magasins concurrents. Autrement dit, quand j'implante un magasin, il est important que je réfléchisse à l'attraction de mon magasin. Et donc, comprendre l'attraction, c'est d'abord partir du postulat que le consommateur va choisir un magasin selon le principe du moindre effort. Plus il a d'avantages à venir fréquenter mon magasin, plus il va venir dans mon magasin. Si mon magasin génère beaucoup d'irritants, d'inconvénients, vous allez avoir une attraction qui va être plus faible. La deuxième chose, c'est que il faut, pour pouvoir développer une attraction, il faut s'interroger sur les éléments de sa politique commerciale et donc sur son attractivité. Plus j'ai des produits qui sont différenciés, plus j'ai de choix, plus j'ai de prix intéressants, plus je propose un confort d'achat important à mon client, plus je vais augmenter mon attractivité commerciale. Mais c'est aussi évidemment parce qu'on n'est jamais tout seul sur une zone de chalandise, c'est aussi prendre en compte l'influence de variables extérieures, externes, les caractéristiques des clients, les éléments géographiques. Est-ce que je suis sur une zone qui est facile d'accès ou peu facile d'accès? Est-ce qu'il y a une barrière naturelle, par exemple un fleuve, une rivière qui fait que des habitants qui vont être à vol d'oiseau proches de mon magasin vont avoir une contrainte pour venir parce qu'il va peut-être falloir aller prendre un pont qui se situe finalement assez loin. Donc, je peux avoir des barrières géographiques qui sont soit naturelles, existence d'une rivière ou d'un fleuve, soit artificielles, existence d'une voie ferrée, par exemple, ou d'une autoroute. Et puis, je prends aussi en compte la concurrence. Je peux avoir une concurrence importante qui peut être soit intratype, c'est-à-dire des concurrents qui exercent le même métier que le mien. Si je suis un magasin de bricolage, les autres magasins de bricolage sont des concurrents intratypes, ou alors une concurrence intertype, la concurrence qui s'exerce entre des points de vente qui ont une activité différente. Si je suis un magasin de bricolage, je suis en concurrence intertype avec un hypermarché qui va proposer aussi des produits de bricolage, mais qui n'est pas tout à fait un concurrent direct. Donc, nous allons aborder ensemble les éléments qui, aujourd'hui, permettent de mieux comprendre les possibilités de localisation que je peux avoir. Et donc, je vais m'interroger, avant de choisir la localisation, je vais m'interroger d'abord sur ma cible. Est-ce que mon magasin cible plutôt des personnes assez jeunes, des personnes plus âgées? Est-ce qu'elle cible plutôt des urbains, plutôt des ruraux? Et en fonction de ma cible, je vais avoir des endroits
qui vont être plus pertinents que d'autres pour pouvoir implanter mon magasin. La deuxième chose, c'est que je m'interroge évidemment sur mon positionnement et notamment sur mon positionnement prix. Si je suis un magasin d'entrée de gamme, je ne vais pas choisir de m'implanter au même endroit que si je suis un magasin haut de gamme. Un magasin haut de gamme a plus de pertinence à aller s'implanter rue du Faubourg Saint-Honoré qu'un magasin qui va être un magasin petit prix. Et puis, bien sûr, on l'a déjà dit, mais je m'interroge sur mon attractivité et donc sur le type de clientèle que je suis susceptible de drainer, plutôt une clientèle de flux ou plutôt une clientèle de trafic. Et donc, j'ai un choix à faire. Ce choix, il va être fait sur le type d'agglomération, sur la nature du lieu dans lequel je vais implanter mon magasin, et puis sur l'environnement commercial. Ce sont 3 éléments sur lesquels nous allons revenir. En ce qui concerne le type d'agglomération, en général, un magasin peut avoir le choix de s'implanter plutôt dans les campagnes. Si vous prenez l'exemple de Carrefour Contact, c'est une enseigne du groupe Carrefour qui est plutôt implantée en zone rurale. Donc, c'est un magasin qui va définir un assortiment qui va être plus adapté à des clients dont le profil est un profil plutôt rural. Donc, un magasin qui s'implante dans les campagnes et qui va proposer un ensemble de services parce qu'on sait que dans les campagnes, on a moins de choix en général et donc on va avoir un assortiment et une politique de services qui vont être adaptés pour pouvoir répondre à la demande des habitants des zones rurales. A contrario, vous avez des magasins qui sont positionnés plutôt pour s'implanter dans des petites villes, des petits magasins casinos ou des magasins Sherpa, par exemple, qui sont des magasins implantés dans les stations de montagne, donc dans des petites villes et qui peuvent avoir des caractéristiques particulières. Sherpa, ici, qui s'installe plutôt dans les stations de montagne avec une offre, là aussi, qui va être adaptée à la fois en termes de produits, en termes de services, puisque ce sont des magasins dans lesquels on va proposer des locations d'appareils à raclette, par exemple, ou d'appareils à fondue. Et puis, vous avez des magasins dont le concept est plus adapté aux grandes agglomérations. Par exemple, les Galeries Lafayette qui vont plutôt être implantées dans des très grandes villes. Donc, la première décision est une décision qui concerne le type d'agglomération dans lequel l'enseigne et donc le magasin que je vais implanter a plutôt intérêt à choisir. Le deuxième élément est la nature du lieu. Je vais m'interroger sur mon implantation plutôt en centre-ville, plutôt en périphérie ou plutôt dans des zones qu'on appelle des zones de transit. Quand je m'implante en centre-ville, je m'adresse plutôt en général à des clients de flux. Je vais aller en centre-ville parce que je peux bénéficier d'une clientèle qui vient très régulièrement en centre-ville et qui est susceptible de passer devant mon magasin. Et donc, je vais profiter de cette clientèle de flux. Cette clientèle, elle peut être attachée ou détachée. Une clientèle de flux attachée, c'est une clientèle qui vient dans mon magasin parce que je suis en général sur son lieu de passage, mais c'est une clientèle qui a un attachement particulier à l'enseigne. Donc, c'est un magasin qui peut bénéficier de clients qui sont fidèles et qui sont fidèles sur le plan comportemental, mais aussi sur le plan attitudinal. Ça veut dire que une clientèle, si je bénéficie d'une clientèle de flux attaché et que vous avez un nouveau commerce qui vient s'implanter à quelques dizaines de mètres de mon magasin, donc un autre commerce qui est concurrent du mien, ma clientèle va continuer à venir acheter dans mon magasin parce que c'est une clientèle qui est fidèle, donc qui est attachée à mon magasin. A contrario, vous pouvez avoir une clientèle de flux qui vient dans votre magasin très très régulièrement parce que vous êtes sur son lieu de passage, mais vous pouvez avoir des clients qui sont des clients de flux détachés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien affectif à votre enseigne.
Et donc, le jour où vous avez un concurrent qui vient s'implanter à quelques dizaines de mètres de votre magasin, vos clients vont se détourner de votre magasin pour aller acheter chez le concurrent. Deuxième chose, vous avez donc la possibilité de vous implanter plutôt en périphérie. Quand on s'implante en périphérie, on bénéficie d'une clientèle qu'on qualifie de clients de trafic. Donc, des clients qui font l'effort de venir fréquenter votre magasin, qui font l'effort de venir jusqu'à votre magasin et qui donc supportent la contrainte de déplacement. Ces clients peuvent être des clients permanents, c'est-à-dire des clients qui vont venir tout au long de l'année, ou des clients calendaires, c'est-à-dire des clients qui vont venir à certains moments de l'année. Par exemple, un magasin de jouets, Maxi Toys, qui va être implanté en périphérie, va avoir plutôt une clientèle de trafic calendaire, très majoritairement, alors pas forcément 100% de ses clients, mais très majoritairement une clientèle qui va venir en nombre à certains moments de l'année parce qu'il y a des moments plus importants où l'on achète des jouets. Et puis enfin, un magasin qui s'implante dans une zone de transit qu'on appelle donc un commerce de transit ou alors on parle aussi de travel retail. C'est un commerce qui va bénéficier d'une clientèle parce qu'elle vient pour autre chose. Elle vient prendre un avion, elle vient prendre un train, elle vient prendre un métro. Et quand vous regardez aujourd'hui dans des gares, dans des aéroports ou dans des grandes stations de métro, vous avez très très souvent des zones commerciales qui ont été développées parce que les commerçants ont vu l'opportunité de bénéficier d'une clientèle qu'on appelle une clientèle de trafic induit, qu'on appelle aussi une clientèle captive. Cette clientèle, elle est là parce qu'elle vient chercher un train, elle vient chercher un avion, elle vient prendre un métro. Et donc, on peut bénéficier de personnes en quantité très, très importante qui vont passer devant votre magasin et qui peuvent avoir envie, ou vous pouvez leur donner l'envie de rentrer dans votre magasin pour venir acheter des produits. Vous avez des zones de transit qui sont extrêmement intéressantes pour les commerçants aujourd'hui, puisque vous avez des flux de personnes très importants sur le plan quantitatif. Par exemple, à Opéra, vous avez à peu près 120 000 personnes tous les jours qui transitent par la station Opéra. Et donc, vous avez une clientèle captive qui est extrêmement intéressante pour les commerçants. Si vous allez vous implanter sur les Champs-Élysées, vous pouvez bénéficier d'un flux de 300 000 personnes en semaine et jusqu'à 500 000 personnes le week-end. À la gare Saint-Lazare, qui est la gare aujourd'hui qui draine le plus de clients par jour, vous avez un peu plus de 350 000 personnes qui transitent par la gare Saint-Lazare tous les jours. Et on a une offre commerciale qui s'est développée, assez qualitative, qui s'est développée à la gare Saint-Lazare parce qu'on voit tout à fait l'opportunité d'être implanté à cet endroit. Donc, deuxième chose, on va choisir le lieu. Après le type d'agglomération, on choisit le lieu. Troisième chose, on va choisir l'environnement commercial. L'environnement commercial, c'est le choix qui est fait de s'implanter seul ou alors de s'implanter à côté, à proximité d'autres magasins parce qu'on voit très bien pour certains magasins l'intérêt de pouvoir profiter du trafic de commerces qui sont implantés à côté. Et donc, il y a peu de commerces aujourd'hui qui ont cette capacité à faire se déplacer les gens essentiellement pour eux. Ikea le fait, Decathlon le fait, mais même Ikea ou Decathlon aujourd'hui voient très bien l'opportunité qu'il peut y avoir soit à s'implanter à côté d'autres commerces, soit à créer des zones commerciales pour faire venir des magasins qui vont venir s'implanter à côté. Parce que l'intérêt, c'est de pouvoir bénéficier d'un phénomène qu'on appelle l'attraction cumulée. Évidemment, si vous êtes implanté à côté d'autres magasins, vous pouvez aussi
bénéficier de la clientèle, du trafic client des magasins qui sont avoisinants. Et sans additionner l'ensemble de la clientèle, vous allez mécaniquement augmenter le potentiel client que vous pouvez avoir en étant implanté tout seul. En résumé, quand on décide d'implanter le magasin, on réfléchit d'abord à l'attractivité de son magasin. Est-ce qu'on est un magasin de destination ou un magasin de flux? Si on est un magasin de destination, on peut s'implanter loin des lieux d'habitation. Si on est un magasin de flux, il faut s'implanter au plus près des habitants. Il faut s'interroger sur la cible, les caractéristiques des clients que vous ciblez. Il faut également, on n'en a pas parlé, mais il est important de parler aussi des capacités financières. Quand on décide de s'implanter avenue des Champs-Élysées, il faut avoir énormément d'argent pour pouvoir s'implanter avenue des Champs-Élysées. Toutes les enseignes et tous les magasins n'en ont pas la possibilité. Donc, les capacités financières peuvent aussi amener des magasins à s'implanter dans des rues secondaires et pas dans des artères principales, dans des emplacements numéro 1, parce que les loyers sont extrêmement importants et le magasin n'a pas forcément l'attractivité et la capacité à développer un chiffre d'affaires qui lui permettrait d'avoir un retour suffisant sur investissement. Et puis, la stratégie d'implantation, elle peut aussi varier en fonction de la phase de développement du réseau. On peut avoir des magasins qui décident de s'implanter essentiellement en périphérie au départ et qui vont progressivement dans des grandes agglomérations et qui vont progressivement décider de s'implanter dans des agglomérations un petit peu plus petites avec parfois des tailles de magasins un petit peu plus petites. Ou inversement, qui commencent à s'implanter dans des centres-villes et qui vont s'implanter progressivement un peu plus loin des cœurs de ville. Alors, une fois qu'on a réfléchi à la localisation, donc au lieu qu'on a déterminé, un lieu qui nous paraît pertinent pour pouvoir implanter un point de vente, on va travailler sur la faisabilité de l'implantation. Et donc, il est important d'évaluer la possibilité d'implanter le magasin et le modèle financier. Est-ce que l'implantation est viable ou pas et est-ce qu'on est susceptible de dégager un chiffre d'affaires suffisant pour pouvoir payer les charges auxquelles on s'est engagé. Quand on évalue le potentiel, on va, avant de travailler sur les indicateurs financiers, on va rassembler un certain nombre d'informations et donc on va analyser l'environnement du magasin qui est à la fois démographique, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la fois au nombre d'habitants dans la zone dans laquelle on a prévu de s'implanter et puis aux caractéristiques de ces habitants. Donc on va procéder à une analyse qui est à la fois quantitative et qualitative. On va s'intéresser aussi à l'environnement géographique et puis on va s'intéresser à l'environnement commercial pour avoir une information un petit peu plus précise des magasins qui sont déjà implantés ou des magasins qui sont susceptibles de s'implanter. Il est important aussi de s'intéresser aux projets à venir. Et dans un deuxième temps, quand on aura l'ensemble de ces informations, on pourra appréhender avec plus de précision le chiffre d'affaires potentiel que l'on est susceptible de réaliser. Alors, quand on procède à une analyse de l'environnement, on procède d'abord à une analyse de la démographie, c'est-à-dire une analyse de la population. Et donc, on va s'intéresser à la fois, on va aller chercher des éléments d'information, souvent auprès de la mairie, mais ça peut être auprès d'autres organismes. On va s'intéresser donc au nombre d'habitants, aux caractéristiques particulières de ces habitants, leur âge, est-ce qu'on a plutôt une population jeune, une population un petit peu plus âgée, en termes de richesse, quels sont les revenus, quels sont les types d'habitat. Si on est un magasin de bricolage, par exemple, on va s'intéresser au type d'habitat parce qu'on sait que les dépenses ne sont pas les mêmes et la proportion de ses revenus, la propension à dépenser une partie de ses revenus en bricolage n'est pas la même si
on est en maison ou si on est en appartement, si on est propriétaire ou si on est locataire, par exemple. Et puis, on va s'intéresser aux IDC, au niveau de consommation dans la catégorie qui nous intéresse. Les IDC, ce sont les indices de disparité de la consommation sur lesquels on va revenir tout de suite derrière et qui nous permettent d'appréhender des niveaux de surconsommation ou de sous-consommation dans certaines catégories de produits. La consommation n'est pas homogène en France et quand vous décidez de vous implanter dans une zone particulière, il est important de savoir si on touche des consommateurs qui dépensent plus ou moins que la moyenne dans la catégorie de produits que l'on vend. On s'intéresse aussi aux facteurs géographiques, on en a parlé tout à l'heure, et notamment ce qui va nous intéresser est la facilité d'accès que les consommateurs peuvent avoir pour le magasin. Donc, quelle est la visibilité du magasin? Est-ce qu'on a des voies d'accès, hein, que ce soit sur le plan piétonnier, routier, des transports en commun qui nous permettent de faciliter l'accès du magasin? Est-ce qu'il y a des facilités de stationnement ou pas? Vous avez dû constater que beaucoup d'efforts avaient été réalisés par les municipalités pour développer des parkings avec des gratuités d'1 heure, de 2 heures ou de 3 heures pour faire revenir les consommateurs dans les centres-villes parce que la contrainte principale est que on ne peut pas se garer dans les centres-villes. Donc, quand on ne peut pas se garer, on n'y va pas. Et donc, il est extrêmement important de regarder quand on a identifié un lieu, de regarder si l'accès et le stationnement sont facilités pour les consommateurs ou pas, parce que ça va effectivement jouer de façon importante, hein, sur la décision du consommateur de venir ou pas dans votre magasin. Et puis, troisième point, on s'intéresse quand on fait une analyse de l'environnement, on s'intéresse aussi aux concurrents, donc à la dimension commerciale. Est-ce qu'il y a d'autres concurrents sur la zone qui sont des concurrents qui peuvent être directs ou indirects, donc une concurrence intra-type ou une concurrence intertype? Est-ce qu'il y a des enseignes qui sont des enseignes qu'on qualifie d'enseignes locomotives, hein, qui sont de nature à inciter les clients à venir et donc potentiellement vous allez pouvoir profiter de l'attractivité d'enseignes qui sont des enseignes phares, des enseignes très attractives. Et il faut s'intéresser au projet, donc au potentiel commercial. Est-ce qu'il y a, et ça c'est une information qu'on a auprès de la mairie, est-ce qu'il y a des projets de développement commercial? Est-ce qu'il y a d'autres magasins qui ont prévu de s'implanter dans les mois ou dans les années qui viennent ou pas? Il est important d'essayer d'avoir des informations sur les projets d'implantation à 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que ça peut modifier considérablement vos études financières, hein, à court et à moyen terme. Une fois que l'on a l'ensemble de ces éléments, on a entre les mains des informations qui vont nous permettre de déterminer avec plus de précision le chiffre d'affaires que l'on est susceptible de réaliser. Alors, la première étape est d'abord une étape qui consiste à appréhender le potentiel démographique. Combien y a-t-il sur la zone de chalandise que l'on a déterminée d'habitants ou de ménages susceptibles de venir, et on considère au départ que tous les habitants de la zone que l'on a déterminée sont susceptibles de venir fréquenter le magasin. Donc, la première étape consiste d'abord à déterminer quantitativement le nombre d'habitants ou le nombre de ménages susceptibles de venir fréquenter mon magasin. La deuxième étape est une étape qui consiste à déterminer le potentiel économique. Quand je détermine le potentiel économique, je vais m'intéresser aux dépenses commercialisables, c'est-à-dire à ce qui peut être dépensé par les consommateurs de la zone de chalandise dans les produits concernés. C'est-à-dire que si je suis un magasin d'alimentation, ce qui m'intéresse, c'est de connaître les dépenses d'alimentation des ménages ou des habitants
de la zone dans laquelle je vais m'implanter. Donc, je vais aller chercher des informations sur les dépenses d'alimentation en tenant compte des IDC. On disait tout à l'heure que les IDC correspondaient aux indices de disparité de la consommation. Et donc, si on va un petit peu plus loin sur la manière d'appréhender ces IDC, ces IDC, ce sont donc des indices qui vont permettre de pondérer des données nationales de consommation. Si vous considérez que le consommateur, enfin le français dépense, si vous ouvrez un magasin de bricolage et que vous considérez que les Français ou les ménages dépensent en moyenne 500 € de leur budget par an dans le bricolage, ce qui vous intéresse, ça n'est pas tant la dépense moyenne en France que la dépense des consommateurs de votre zone, de la zone sur laquelle vous vous implantez. Et peut-être que dans l'endroit dans lequel vous allez vous implanter, les habitants dépensent plus ou dépensent moins en bricolage que la moyenne française. Donc les IDC vont vous permettre de gommer les disparités que vous pouvez avoir par rapport aux dépenses françaises des consommateurs qui habitent sur la zone de chalandise. Donc un IDC, c'est un indice, donc un indice à une base qui est de 100. Si vous avez un IDC de 120, ça veut dire que les consommateurs dépensent 20% en plus par rapport à la moyenne nationale. Donc, le coefficient est quand vous avez un indice de 100, de 120 par rapport à un coefficient de 100, ça veut dire que vous avez un coefficient correcteur qui est de 1,2. Donc, ce qui est important, c'est de corriger la dépense moyenne par un coefficient correcteur de 1,2 pour pouvoir mieux appréhender la dépense des consommateurs de votre zone à vous. Ces IDC, ce sont des informations que vous pouvez obtenir auprès des chambres de commerce et d'industrie, des CCI, qui vous proposent d'acheter ces informations, d'acheter les IDC. Alors, soit dans leur globalité, ce sont des informations qui sont chères, puisque un pack complet qui vous donne des informations sur l'ensemble des IDC, des familles, des postes et des produits pour l'ensemble de la France, ça coûte 35 000 € aujourd'hui hors taxe. Mais vous pouvez aussi acheter des packs régions si vous vous implantez dans une région, ou des packs départements si vous vous implantez dans un département. Ou des packs familles, c'est-à-dire qui vous donnent à la fois des informations sur des produits et des départements si vous le souhaitez. Donc, les tarifs varient en fonction des informations, du type d'information que vous voulez acheter et de la quantité d'informations que vous voulez acheter. Donc, ces IDC, ils mesurent des dépenses par rapport à une moyenne nationale, qui est donc la moyenne nationale à un indice qui est de 100. Cette moyenne nationale, elle vous est donnée, les dépenses vont vous être données, les IDC, donc la surconsommation ou la sous-consommation, va vous être donnée soit pour des produits, soit pour au niveau d'une famille de produits, au niveau d'un poste, le poste hygiène par exemple, soit au niveau d'une grande famille, par exemple les soins de la personne. Donc vous pouvez avoir accès à ces informations et acheter des informations, soit au niveau de la famille, soit au niveau du poste, soit au niveau du produit. Soins de la personne, hygiène, shampoing par exemple. Si on considère, pour prendre un exemple, si on considère que en France, un Français moyen dépense 200 € pour les produits de soins par an, et que dans la zone dans laquelle vous vous implantez, l'IDC est de 120 par exemple, ça veut donc dire que dans la zone dans laquelle vous vous implantez, les consommateurs consomment 20% en plus de produits en soins de la personne que l'ensemble de la France. Donc, ça vous permet d'apprécier des consommations qui peuvent être plus importantes ou qui peuvent être moins importantes par rapport à la moyenne française.
Si je prends un autre exemple et un exemple réel, ici vous avez des IDC qui vous sont donnés sur la zone de chalandise de Neuilly-sur-Marne pour un magasin Auchan présent sur la zone de chalandise et la commune de Neuilly-sur-Marne. Si vous prenez cet exemple en maroquinerie, bijouterie, fantaisie, vous avez ici un IDC de 145. Ça veut donc dire que les habitants de Neuilly-sur-Marne dépensent 45% en plus dans les produits de maroquinerie que la moyenne française. Donc, si je prends un exemple, si je dis qu'en France, en moyenne, on dépense 200 € par an dans les produits de maroquinerie et bijouterie fantaisie, et que moi je m'implante à Neuilly-sur-Marne, je sais que mon IDC est de 145, ça veut donc dire que les habitants de Neuilly-sur-Marne dépensent 200 multiplié par 1,45, donc 290 € et pas 200 € sur l'ensemble de l'année. Donc j'ai un potentiel qui est plus important que si je m'implantais ailleurs en France. A contrario, si vous prenez le bricolage, si vous savez que dans le domaine du bricolage, un ménage dépense en moyenne 3 000 € en France pour rénover sa maison, je sais que j'ai un IDC de 85, ça veut donc dire que 3 000 € correspond à une base 100. Moi, sur ma zone, j'ai un IDC de 85. Ça veut dire que les habitants de Neuilly-sur-Marne dépensent 15% en moins par rapport au reste de la France, à la moyenne française. Donc, si en France, je sais qu'un ménage dépense 3 000 € par an, je vais multiplier 3 000 par 0,85 et donc je vais obtenir 2 250 €. Autrement dit, un habitant qui est sur la zone de Neuilly-sur-Marne va dépenser 2 250 € par an, enfin pas un habitant, un ménage, va dépenser 2 550 € par an en bricolage, alors qu'en France, on dépense 3 000 €. Donc, l'IDC va nous permettre vraiment d'appréhender les disparités de consommation sur la zone dans laquelle je vais implanter mon magasin par rapport au reste de la France. Troisième étape, une fois que j'ai appréhendé le nombre d'habitants, les dépenses des habitants que j'ai pondérées par les IDC, et donc j'ai appréhendé la surconsommation ou la sous-consommation dans la catégorie de produits qui m'intéressait, je vais passer à la troisième étape qui est de prendre en considération ce que l'on appelle l'invasion et de prendre en considération également ce que l'on appelle l'évasion. L'invasion, c'est le chiffre d'affaires additionnel que l'on est susceptible de réaliser grâce à des consommateurs qui habitent à l'extérieur de la zone de chalandise, mais qui vont venir dépenser sur la zone de chalandise. C'est typiquement le cas d'un magasin qui est implanté dans une zone touristique. Quand vous avez un magasin qui est implanté à Honfleur, par exemple, vous allez déterminer un chiffre d'affaires potentiel avec tous les habitants qui habitent à Honfleur, mais vous savez que vous avez un chiffre d'affaires additionnel qui va pouvoir être réalisé par tous les touristes qui viennent régulièrement à Honfleur. Donc, l'invasion, il faut la prendre en compte parce qu'elle va venir augmenter votre chiffre d'affaires potentiel et elle est réalisée par les dépenses en fait de clients qui peuvent venir de l'extérieur de la zone de chalandise. A contrario, il va falloir enlever le chiffre d'affaires qui est représenté par l'évasion, c'est-à-dire par les dépenses qui sont réalisées par les consommateurs qui habitent sur la zone de chalandise, mais qui sont effectuées à l'extérieur de la zone de chalandise. Donc, je reprends mon exemple d'habitant qui habite à Honfleur. Un habitant qui habite à Honfleur qui va décider d'aller à Paris pour faire des courses dans le textile, par exemple,
il habite à Honfleur. Une partie de ses dépenses textiles va être réalisée à l'extérieur de la zone de chalandise parce qu'il a décidé d'aller à Paris pour aller s'acheter des vêtements. Donc, l'ensemble des dépenses des habitants de votre zone de chalandise ne sont pas forcément réalisées sur la zone de chalandise. Il faut donc enlever de votre potentiel de chiffre d'affaires de la zone de chalandise, il faut enlever les dépenses qui sont susceptibles d'être réalisées à l'extérieur de la zone de chalandise. Donc, cette troisième étape, elle vous permet de déterminer l'ensemble des dépenses des habitants de la zone de chalandise, majorées par des dépenses qui sont réalisées par des consommateurs qui viennent de l'extérieur de la zone de chalandise, auxquelles on va enlever les dépenses qui sont effectuées par les habitants de la zone de chalandise hors de la zone de chalandise. Et donc, vous allez avoir un résultat qui va représenter toutes les dépenses qui vont être faites sur la zone de chalandise. Vous avez donc bien le chiffre d'affaires potentiel de la zone de chalandise. Ce chiffre d'affaires potentiel, il va ensuite être réparti entre tous les magasins de la zone de chalandise. Si vous êtes tout seul, si vous êtes un magasin de bricolage et que vous êtes tout seul sur la zone de chalandise, très probablement, les habitants, les dépenses qui vont être réalisées sur la zone de chalandise seront réalisées dans votre magasin. Votre taux d'emprise sera de 100%. Donc, le chiffre d'affaires du magasin sera égal au chiffre d'affaires potentiel de la zone de chalandise multiplié par 100%. Et donc, votre chiffre d'affaires pour votre magasin sera équivalent au chiffre d'affaires potentiel de la zone de chalandise. Ça, c'est une configuration qui est rare. En général, vous avez des concurrents. S'il y a 2 autres magasins sur la zone et que l'on considère que vos 2 concurrents et vous, votre magasin, vous réalisez à peu près le même chiffre, la même part de marché, vous avez donc le chiffre d'affaires potentiel de la zone de chalandise qu'il va falloir multiplier par 0,33, un tiers, puisque votre magasin s'accapare un tiers des dépenses des consommateurs. Donc, le chiffre d'affaires du magasin est égal au chiffre d'affaires potentiel de la zone de chalandise multiplié par 0,33. Et là, vous allez déterminer donc le chiffre d'affaires potentiel de votre magasin. Ce que vous pensez pouvoir gagner en vous implantant sur la zone de chalandise parce que vous pensez vous accaparer un tiers des parts de marché. Voilà quelles sont les étapes et la manière dont on peut appréhender, déterminer un chiffre d'affaires potentiel qui permet donc de faire de la prédiction. Ça n'est jamais forcément le reflet de la réalité, mais ça vous permet de voir si il est intéressant de s'implanter au regard des charges que vous allez engager. Est-ce que vous pensez avoir un retour sur investissement suffisamment intéressant pour pouvoir implanter le magasin? À partir du moment où on considère que le modèle économique est intéressant et que le chiffre d'affaires potentiel vous paraît satisfaisant, il y a une dernière étape, c'est de voir si vous devez demander ou pas l'autorisation d'implanter, donc si vous êtes dans le respect de la loi. En 2008 a été votée la loi de modernisation de l'économie sous la gouvernance de Nicolas Sarkozy, qui a imposé à tout distributeur souhaitant ouvrir un nouveau magasin de demander une autorisation à une commission qu'on appelle la commission départementale d'aménagement commercial, la CDAC, à laquelle, donc, auprès de laquelle on dépose un dossier pour demander l'autorisation d'ouvrir son magasin à partir du moment où la superficie est supérieure ou égale à 1000 mètres carrés. Tous les magasins qui souhaitent s'implanter et qui sont en dessous de 1000 mètres carrés peuvent s'implanter sans demande d'autorisation. À partir du moment où le magasin est supérieur à 1000 mètres carrés, il faut demander une autorisation à la commission départementale d'aménagement commercial. Cette loi de modernisation économique, elle est venue remplacer une loi précédente qui était la loi Raffarin,
qui nécessitait de demander une autorisation à partir de 300 mètres carrés. Donc, en fait, elle est venue assouplir l'implantation des magasins, puisque tous les magasins situés entre 300 et 1000 mètres carrés n'ont plus, depuis 2008, à demander d'autorisation. Donc, on a une autorisation qui est une implantation qui est facilitée. Pour terminer ce chapitre, on peut et on fait en général des études de zone de chalandise pour l'implantation d'un nouveau magasin, mais on peut aussi faire des analyses de zone de chalandise au cours de la vie d'un magasin. Alors, ça peut être au cours de la vie d'un magasin pour mieux connaître d'où viennent ses clients. Vous avez probablement déjà été interrogé aux caisses d'un magasin pour vous demander quel était votre code postal. Ça permet simplement au magasin de connaître la provenance de ses clients, donc de mieux déterminer la zone de chalandise. Mais les études de zone de chalandise, elles peuvent aborder d'autres éléments que simplement votre lieu d'habitation, et notamment la satisfaction que les clients peuvent avoir à l'égard des produits, à l'égard des prix. Donc, les études de zone de chalandise, elles peuvent aussi aller beaucoup plus loin que simplement la connaissance de la provenance des clients. L'objectif est, par exemple, d'adapter son assortiment. On interroge les clients pour savoir s'ils sont satisfaits ou pas, et éventuellement pour pouvoir modifier l'offre proposée par le magasin. Ça permet aussi de cibler sa communication. Si vous voyez que vos clients ils viennent de certains quartiers de votre ville et qu'il y a un quartier duquel les clients ne viennent pas du tout, il faut d'abord essayer de comprendre pourquoi les clients ne viennent pas. Et peut-être que l'on peut décider de faire des actions de communication dans ce quartier-là pour faire connaître davantage l'existence du magasin. Et puis, ça peut être évidemment pour voir si les résultats que l'on obtient aujourd'hui sont conformes aux résultats théoriques que l'on serait susceptible de réaliser. Donc, pour comparer les performances actuelles, réelles, aux performances théoriques. Voilà pour ce chapitre. Nous avons terminé et abordé ensemble tous les éléments qui sont susceptibles d'être pris en considération pour implanter un nouveau magasin.